et Staline. Lutte des races contre lutte des classes. Deux obsessions face à face. Ils ne se sont jamais rencontrés. Leurs destins ont pourtant été durablement liés. Leur affrontement illustre cruellement l'emprise des idées sur les peuples. Et comment elles peuvent les faire chavirer, d'abord dans l'enthousiasme, puis dans la mort. Après une longue journée de travail, Joseph Vissarionovitch Staline quitte le Kremlin. Il part pour sa datcha. Une fois de plus, il est tard. On est déjà le 22 juin 1941. La journée qui s'achève ne lui laisse aucun souvenir particulier, si ce n'est qu'une fois de plus, il a réagi avec mauvaise humeur à une mise en garde selon laquelle Hitler serait sur le point d'attaquer l'Union soviétique. Staline se couche vers 3 heures du matin. Comme d'habitude, son ordonnance veille à ce qu'il ne soit pas dérangé. Staline s'endort dans un pays en paix. Il sera réveillé 1 heure plus tard dans un pays en guerre. Le général Yukov le demande au téléphone. Il se fait d'abord éconduire, puis on finit par lui passer Staline. Celui-ci a le souffle court, tant la nouvelle lui semble inconcevable. Les Allemands bombardent nos villes et nos villages. Comment? Ces interminables pourparlers de paix n'auraient été qu'une partie de poker menteur? L'opération Barbarossa, l'attaque de Hitler contre l'Union soviétique, est lancée simultanément sur 3 fronts. Cette force colossale qui avance et bombarde à tout va est l'armée la plus puissante de l'histoire récente. Les Allemands ont mobilisé 4 millions de soldats. Ils bénéficient du soutien de troupes roumaines, hongroises et finlandaises. Dès le premier jour, près de 1000 avions russes sont détruits au sol. Aguerris par les guerres éclairs successives, les troupes allemandes sont taillées pour anéantir tout ce qui se dresse sur leur route. Mais rien, ou presque, ne fait obstacle à leur progression. Les ruines de Brest-Litovsk, aujourd'hui en Biélorussie, montrent à quel point la limite entre la vie et la mort est parfois mince. En 1941, la ville se situe sur la frontière entre la Russie et la Pologne occupée. Ce 22 juin s'annonce comme un jour d'été ordinaire. Mais Brest est l'un des premiers objectifs du déluge de feu allemand. Depuis plusieurs jours, les troupes russes qui défendent la forteresse passent leur temps à répéter des marches militaires. Peut-être même leur fanfare a-t-elle couvert le bruit des blindés allemands qui prenaient position de l'autre côté de la frontière. Comme d'habitude, à minuit, le train express Moscou-Berlin franchit le pont qui enjambe le Bouc. Quelques instants après, un train de marchandises chargé de blé russe passe en sens inverse. Les Allemands et les Russes se connaissent. Les formalités douanières sont une simple routine. C'est la vie en temps de paix. Sur la forteresse de Brest, la surveillance s'est un peu relâchée. La mort surprend les hommes sans qu'ils aient le temps de comprendre. Les soldats russes ne savent rien, mais ils doivent se battre. Sur tous les fronts, il y aura des milliers de morts ou de prisonniers. L'armée allemande s'enfonce dans le pays. Les ruines de Staline, les horizons sans fin de Hitler. Brest, c'est l'histoire d'une surprise tragique. Une histoire qui montre à quel point l'impuissance et le désespoir peuvent se transformer en énergie
et en pugnacité. Il faudra 4 semaines aux Allemands pour venir à bout des dernières poches de résistance. Au matin de ce 22 juin, Staline reprend ses esprits et convoque Yukov au Kremlin. Il demande à son ordonnance de réunir les membres du Politburo. Ils siégeront le jour même pendant près de 24 heures. Il n'y a pas de déclaration de guerre, insiste Staline. Donc il n'y a pas de guerre. Le 22 juin est un dimanche. Quand Staline arrive au Kremlin, la ville dort encore. Les moscovites ne se doutent de rien. Le monde vient pourtant de changer. Staline n'a plus de repères. Les contours et la nature même de la nouvelle situation lui échappent. Certes, méfiant comme à son habitude, il a pris la précaution de faire stationner des troupes à la frontière. Mais il a mis ses généraux en garde. Les Allemands n'oseront jamais nous attaquer de leur propre initiative. Aussi ne les provoquez pas, sinon des têtes vont tomber. Staline a lu Mein Kampf, mais il pensait qu'il lui restait du temps avant que la guerre n'éclate. Or Hitler vient d'avancer l'horloge de l'histoire. Staline, rentré précipitamment au Kremlin, se lance dans une activité fiévreuse. Pour ce 22 juin, son agenda fait état de 29 entretiens. Staline est présent, mais il n'est pas maître de la situation. Il ira jusqu'à affirmer que Hitler ne sait rien de cette agression. La population de Moscou et d'autres grandes villes ne sera informée que l'après-midi par le ministre des Affaires étrangères Molotov et non par Staline. Comme si tout cela n'était pas du ressort du chef suprême. Ce jour-là, Hitler reste muet lui aussi. Staline refuse de l'admettre, mais il s'est bel et bien fourvoyé. Il connaissait les projets bellicistes de Hitler et il a pourtant signé un pacte avec lui. En août 1939, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, s'était rendu à Moscou. Cette visite faisait suite à un échange courtois de courriers officiels. Dans un télégramme adressé à monsieur le chancelier du Reich allemand Adolf Hitler, Staline avait écrit « J'espère que le pacte de non-agression germano-soviétique entraînera un revirement dans les relations politiques de nos pays. » Quelques jours plus tôt, Hitler avait fait parvenir une lettre à monsieur Staline, Moscou, dans laquelle il le priait de recevoir son ministre le 23 août. Une visite anticipée en raison de l'invasion de la Pologne, prévue une semaine plus tard. Heinrich Hoffmann, photographe personnel de Hitler, est du voyage, avec une mission très particulière. Il a été chargé de photographier le lobe de l'oreille de Staline. Celui-ci est-il détaché, donc arien, ou soudé, donc juif? Staline passe l'examen avec succès. Plus tard, Ribbentrop commentera sa visite à Moscou en disant qu'il s'y était senti aussi bien qu'avec de vieux compagnons de parti. Staline, trinquant avec l'envoyé de Hitler, déclare « Je sais à quel point le peuple allemand aime son Führer. C'est pourquoi je lève mon verre à sa santé. » Mais passé le temps de la diplomatie, en coulisses, la parole est plus libre. Staline, Hitler s'imagine qu'il est plus malin que moi, mais je l'ai piégé. Hitler, je les tiens. Maintenant, l'Europe est à moi. « 1939, l'année du traité établissant le partage de la Pologne et des États baltes entre Moscou et Berlin. L'année aussi du début de la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er septembre, Hitler attaque la Pologne. Image pacifique, presque champêtre, d'une guerre qui se prépare. À regarder ces jeunes gens pleins d'enthousiasme hisser les bombes dans les avions de chasse, on a presque l'impression d'assister au départ d'une manœuvre d'entraînement. Tant que personne ne meurt, tout n'est que technique. Tant qu'il n'y a pas de sang, tout cela n'est qu'une joyeuse aventure. Mais Hitler a des idées bien arrêtées sur cette aventure. Anéantissement. Le cœur verrouillé à toute forme de pitié. Brutalité absolue, même envers les femmes et les enfants.
1939 est également l'année du 50e anniversaire de Hitler. Les images de la gigantesque parade militaire, organisée pour l'occasion à Berlin le 20 avril, ont été relayées par les salles de cinéma du monde entier. Staline, qui fête ses 60 ans en décembre de la même année, les a probablement vues. Elle confirme le constat qu'il a fait en trinquant avec Ribbentrop. Oui, le peuple allemand aime son Führer. Une démonstration de force à destination des lâches de la population civile et des démocrates de l'étranger. Une menace. Le NSDAP offre à son Führer une maison, le Kehlsteinhaus, dans les Alpes bavaroises, à 2 pas de l'Obersalzberg. Ce bâtiment, taillé en partie dans la roche, est une prouesse technique. Il occupe tout le sommet du plateau. Hitler l'appellera son nid d'aigle. Le Führer n'y est venu que très rarement, mais au beau jour, cela suffit pour attirer aujourd'hui encore des milliers de visiteurs. Ils empruntent l'ascenseur de Hitler et déambulent dans les couloirs voûtés de son bunker. Mais quoi qu'ils soient venus chercher, ils ne trouveront ici aucune trace de l'histoire. Hitler a passé la majeure partie de l'été 39 sur l'Obersalzberg. En septembre, alors que la guerre fait rage en Pologne, Berlin et Moscou signent un nouvel accord, un traité d'amitié. Une formulation que Staline n'a acceptée qu'avec réticence. Il a du mal à oublier les tombereaux d'insultes que Hitler a déversés sur lui des années durant. Mais il les oubliera. Le 17 septembre 1939, quelques jours après la guerre éclair-allemande, l'armée soviétique envahit l'est de la Pologne avec plus d'1 million d'hommes. Staline attend que Hitler ait mené son attaque, puis il frappe à son tour. L'invasion soviétique à l'est de la Pologne, une reconquête d'anciens territoires biélorusses, est l'une des dispositions prévues dans le protocole secret du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS. Certains territoires de la Pologne passent sous souveraineté soviétique, ce qui se traduit par des déportations, des tortures et des exécutions, au nom de la lutte des classes. De ce point de vue-là, Staline fera tout pour ne pas se démarquer de Hitler. Un autre épisode s'inscrit lui aussi dans l'histoire préliminaire de ce 22 juin 1941. Au mois de novembre de l'année précédente, le ministre des Affaires étrangères Molotov s'était rendu à Berlin. Hitler veut tester Molotov. Il veut savoir si l'Allemagne et l'URSS sont, comme il le dira, face à face ou côte à côte. L'Internationale, l'hymne soviétique, ne sera pas jouée ce jour-là, de peur sans doute qu'elle ne soit reprise par quelques Berlinois frondeurs. Quelle est cette Allemagne qui reçoit le ministre des Affaires étrangères soviétique? Molotov rencontre Hitler, l'homme dont Staline a dit « c'est un expert de la guerre éclair, il connaît son ouvrage ». À part l'Angleterre, il a vaincu tout le monde, surtout la France. Après la capitulation française, Staline a été pris d'un mauvais pressentiment. Maintenant, c'est sans doute à nous qu'il va tordre le cou. Hitler et Staline, compagnons et concurrents, voleurs de territoire l'un comme l'autre. Hitler, je sais que l'histoire se souviendra de Staline, mais elle se souviendra également de moi. Molotov, bien sûr qu'elle se souviendra de vous.
À l'ambassade soviétique de l'avenue Unter den Linden, une attaque aérienne britannique contraint les invités à se réfugier au sous-sol. Ribbentrop avait pourtant laissé entendre que la guerre contre l'Angleterre était quasiment gagnée. Molotov, mais alors, d'où viennent les bombes qui tombent en ce moment? Peu de temps auparavant, une exposition de photographie avait émerveillé Berlin. Miracle de la nature. À présent, ce sont ces images qui apparaissent aux Berlinois comme un phénomène naturel impressionnant. Et quelques années plus tard, ce seront les rares endroits qui n'auront pas été réduits en cendres qu'ils contempleront comme un miracle. Dans un moment d'abattement, Hitler avouera « La Russie me fait penser aux Hollandais volant dans le vaisseau fantôme. Une porte s'est ouverte à nous et nous ne savions pas ce qu'il y avait derrière. » Mais en juin 1941, tout va encore pour le mieux. Hitler se voit à Moscou en 4 semaines. Ses soldats se ruent à l'assaut, comme s'ils craignaient d'arriver en retard au défilé victorieux sur la place rouge. Hitler est euphorique. Il se voit en conquérant du monde. Au lendemain de l'attaque contre l'URSS, il s'installe dans son nouveau quartier général, la Wolfschanze. Il prend ses aises à l'est. Ses hommes également. Il se dit comblé de pouvoir vivre cette guerre, et s'il n'avait qu'un seul vœu à formuler pour le peuple allemand, ce serait celui de le voir engagé dans une guerre aussi héroïque tous les 15 ou 20 ans. Le peuple en question, qui défile en uniforme à travers les villes conquises, semble partager son avis. Longtemps, les actualités cinématographiques présenteront la guerre comme un voyage d'agrément, au cours duquel les soldats allemands piétinent des pavés et non des êtres humains. Le moral de Hitler est au beau fixe. Il croit en son étoile, surtout depuis qu'il a vaincu la France, l'ennemi héréditaire. Au premier jour de juillet 1940, il met en scène son propre triomphe dans les rues de Berlin en liesse. Il rentre de Paris, ville conquise, où il s'est incliné avec émotion sur la tombe de Napoléon. Il y a 129 ans, Bonaparte était parti en campagne contre Moscou un 24 juin. Hitler est parti le 22. Il est obsédé par l'histoire. Selon ses propres dires, il vient de remporter en France la victoire la plus glorieuse de tous les temps. Et la capitale du Reich l'acclame, lui, le fils d'un douanier autrichien. Cette foule en liesse n'imagine pas un instant que sa joie pourrait être de courte durée. Elle ne conçoit pas que lorsqu'on s'abandonne à autant d'euphorie, les désillusions n'en sont que plus amères. Hitler dans la Wolfschanze, emmuré, mais ivre de ses conquêtes. Alors que la Wehrmacht assiège et anéantit tour à tour les villes de Bialystok, Minsk et Smolensk, Hitler récompense ses secrétaires en leur permettant de l'embrasser. Lui qui est appelé à devenir le plus grand Allemand de l'histoire. Le grand Allemand et son chien. Une bête dont il ne se séparera qu'au prix d'une grande douleur, contrairement à son peuple qu'il sacrifiera sans sourciller. Depuis le début de la guerre, au Kremlin, c'est la confusion. Staline semble dépassé. Ses ordres pour tenter de repousser l'ennemi sont confus et inefficaces. Il panique et s'énerve. Ce fils d'un cordonnier alcoolique menace ses généraux et ses collaborateurs. La réalité est amère. En une semaine, les Allemands ont parcouru 500 kilomètres. Des centaines de milliers de soldats soviétiques ont été tués ou faits prisonniers. Chaque semaine, Hitler compare les actualités filmées du front Est à une épopée héroïque. Pendant ce temps, Staline multiplie directives et instructions. Il interdit toute retraite,
livrant ainsi d'innombrables soldats à une mort inutile. Staline se barricade au Kremlin, et il a pour cela de bonnes raisons. Il a fait disparaître tous les hauts dignitaires de l'armée lors des purges. De plus, il a ignoré tous les avertissements quant au risque de guerre, criant à la désinformation. Pour lui, l'Union soviétique devrait signifier un seul et même peuple les yeux rivés sur un avenir radieux. Or, c'est un regard chargé de terreur que ce peuple lui adresse aujourd'hui. Au commissariat à la Défense, quand Staline apprend l'encerclement d'une de ses armées aux portes de Minsk, il prend enfin conscience du danger. Selon le témoignage d'un général, il perd totalement son sang-froid, vociférant insultes et imprécations. Abattu, à bout de nerfs, mal informé, Staline quitte le Kremlin. Avant le début de cette guerre, il avait choisi de ne pas réagir face à Hitler. Il comprend à présent que c'était une erreur, et se retire pendant quelques jours dans sa datcha. Dans les territoires baltes, en Biélorussie et en Ukraine, les monuments que Staline a fait ériger à sa propre gloire sont abattus les uns après les autres. Dans les territoires annexés par l'Union soviétique en 1939 et 1940, Staline a été impitoyable. Des populations entières ont été déplacées, chassées, asservies. Les occupants allemands sont accueillis comme des libérateurs. Mais c'est bien plus qu'un monde de propagande que la vindicte populaire réduite en lambeaux. Staline voulait faire de l'Union soviétique le premier paradis pour ouvriers et paysans. L'industrialisation et l'alphabétisation ont profondément remodelé le pays. Des millions de personnes ont repris espoir. Et tout cela serait fini? 6 jours après le début de la guerre, Staline, avec une franchise inaccoutumée, déclare « Lénine a créé notre pays et nous l'avons souillé. » Nous? Lénine avait dénoncé l'absence de moralité et la soif de pouvoir de Staline. Quelques jours durant, Staline est perdu dans ses pensées, jusqu'au moment où Molotov et quelques membres du Politburo font irruption chez lui. Khrouchtchev dira plus tard qu'à cet instant, Staline était convaincu qu'on était venu l'arrêter. Mais au lieu de cela, on le presse d'aller au Kremlin au plus vite. Une prédiction circule. Nous l'avons vu dans son pire moment de faiblesse. Il ne nous le pardonnera jamais. Staline sait maintenant qu'il lui faut agir. Hitler a été catégorique. Dans quelques semaines, a-t-il dit, nous serons à Moscou sans l'ombre d'un doute. Je raserai alors la ville et ferai creuser un lac artificiel à la place. Le nom de Moscou doit être totalement effacé. On sait aujourd'hui que ses amis du Politburo ont dû convaincre Staline de rester au pouvoir. Mais a-t-il vraiment voulu partir? Ou s'est-il fait prier pour des raisons tactiques? Le 3 juillet, Staline prononce son premier discours depuis le début de la guerre. L'allocution est retransmise à la radio. Staline s'adresse à ses frères et sœurs sur un ton inhabituellement familier. И какие нужно принять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо, чтобы наши люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроения мирного строительства. Не найдет таким образом о жизни и смерти советского государства.
Dans la Wolfschanze, Hitler brandit son crayon rouge comme une arme. Fiévreusement, il reporte sur les cartes l'avancée de ses troupes. Il décrit Staline comme l'un des personnages les plus étranges de l'histoire, qui ne quitte que rarement son bureau et qui exerce son pouvoir par le biais d'une bureaucratie totalement soumise. Hitler, en revanche, est un voyageur infatigable, qui aime poser sur les lieux de ses victoires. En août 1941, il visite les ruines de la forteresse de Brest, en compagnie du dictateur italien Benito Mussolini. Le spectacle des ruines de Staline, l'ennemi juré, le conforte dans ses délires de conquête mondiale. Mussolini, profitant d'un silence de Hitler, lance ironiquement « Si la volonté de conquête allemande avance au rythme où elle progresse en Russie, le Führer finira un jour par envahir la Lune. » Les paysages lunaires, Hitler peut s'en délecter dès à présent, dans les villes détruites de Minsk et de Smolensk. Il dit à ses généraux qu'il ne croit pas à une grande résistance en Russie européenne. Il ajoute qu'il ignore où les Russes iront se terrer, mais qu'il poursuivra Staline où qu'il aille. La chute de Staline, l'ascension de Hitler. Baromètre des tendances d'une guerre qui, pour beaucoup, est l'occasion d'un règlement de compte avec leur propre dictateur. L'étoile rouge semble sur le point de s'éteindre. Nous tiendrons Moscou, dit Staline. Déjà, Leningrad est encerclé. L'Ukraine est perdue. Ainsi que Kiev, dont Staline avait dit « Cette ville est soviétique, elle l'a toujours été et elle le restera ». Unis dans un même sursaut patriotique, les moscovites se préparent à affronter l'ennemi. Comme si, en ces temps difficiles, il fallait tout oublier. Oublier que les conquêtes du communisme et les promesses d'un monde meilleur, sur lesquelles l'Union soviétique fonde sa légitimité, ont surtout accouché d'un État dictatorial, verrouillé par la peur du goulag. Bien avant l'attaque de Hitler, les morts se comptaient déjà par millions. Beaucoup de soviétiques savent ce que signifie vivre dans un pays où les purges, les procès pour l'exemple, la mise au pas et l'arbitraire sont les instruments du progrès. Pouchkine, le poète national, a lui aussi des allures de général d'armée. Ses vers résonnent comme une injonction poétique. « Patrie, n'oublie pas tes tourments quotidiens, mais aujourd'hui, concentre-toi sur ce qui t'apportera le salut. » Une population qui manque de tout se découvre souvent une capacité d'abnégation insoupçonnée. Pour habiller le désespoir, une parka, même en lambeaux, fait parfaitement l'affaire. Les grenades sont considérées comme des trésors. Des armes qui semblent sortir d'un musée. La guerre dure depuis 4 mois. Le court été qu'elle était censée durer a fait place à l'automne. Déjà, les soldats allemands aperçoivent dans leur longue vue les tours du Kremlin. Le 2 octobre, Moscou essuie la première attaque aérienne.
À ce moment-là, il n'existait pas encore la statue de Vladimir Mayakovsky, le poète de la Révolution, mais une station de métro portait déjà son nom. Le 6 novembre 1941, c'est là que se déroulent les festivités du comité central pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Suite au bombardement, le théâtre Bolchoï n'est plus qu'un immense cratère. Русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага, от которого он не может ждать никакого снисхождения. Убивать всякого русского, советского. Вот вам программа и указания людей, павших до уровня диких зверей. И эти люди имеют наглость вызывать к уничтожению великой русской нации. Нации Пушкина и Толстого, Горького и Чехова, Суворова и Кутузова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Staline sait qu'il y aura de nouvelles attaques aériennes. Dès le lendemain, il s'adresse à ses troupes. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Au lendemain de cette parade à Moscou, Hitler fait un discours à la Löwenbräu-Keller, une brasserie munichoise. Il se ressource dans la brume crépusculaire de ses racines, celle des bistrots. Il y apparaît le visage rougeaud, et bientôt il égrène ses fanfaronnades habituelles au sujet de ces bêtes sauvages de Russes. Il le proclame haut et fort, le dernier bataillon qui quittera le champ de bataille russe sera allemand. Mais la plupart de ces bataillons ne reviendront pas du champ de bataille. Un barrage de Staline à 30 km de Moscou en 1941. Hitler n'est jamais allé plus loin. Un monument à la victoire du même Staline, érigé à Vienne en 1945. Vienne, théâtre d'un épisode incroyable dans la vie de Staline et de Hitler. Au début de l'année 1913, cette maison est le domicile de Joseph Staline, 33 ans, qui se fait appeler Koba, du nom d'un Robin des Bois du Caucase. Lénine l'a envoyé à Vienne pour y faire des recherches sur la question de la nationalité. La même année, un jeune homme indolent de 23 ans, peintre de cartes postales, habite ce foyer pour célibataires dans le quartier viennois de Brigittenau. Il s'appelle Adolf Hitler et se prend pour un génie méconnu. L'un et l'autre se promènent souvent dans le parc du palais de Schönbrunn et voient passer le carrosse doré de l'empereur François-Joseph. Comment ne pas imaginer qu'à ce moment précis, les chemins de ces deux hommes se sont peut-être croisés ici, au hasard d'une promenade. Que se serait-il passé si...
En 1938, Hitler est de retour à Vienne. L'Anschluss de l'Autriche est son succès le plus retentissant en temps de paix. Sur la Heldenplatz, il oublie enfin la Vienne des foyers pour jeunes célibataires. Tout à son triomphe, il ne peut s'empêcher une fois de plus de tomber dans le ridicule. Un dieu l'aurait envoyé sur terre pour faire de lui le Führer. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. À Vienne, sur le monument stigmatisant la guerre et le fascisme du sculpteur Alfred Hrdlicka, figure un commentaire de Karl Zuckmayer au sujet de cette page d'histoire. L'enfer avait ouvert ses portes et libéré ses créatures les plus ignobles, les plus hideuses et les plus corrompues. Dès la première nuit allemande de l'Autriche, la persécution de centaines de milliers de Juifs commence. Dans la rue, les plus âgés sont contraints d'effacer avec des brosses à dents les slogans hostiles à l'Anschluss. Saint-Pétersbourg. La ville s'est ensuite appelée Petrograd, Leningrad, puis à nouveau Saint-Pétersbourg. Des changements de nom révélateurs de bouleversements. Ici, dans le berceau de la Révolution, Hitler se montrera particulièrement cruel. C'est dans cette ville rebaptisée Leningrad à la mort de Lénine en 1924 que Staline s'installe en 1917 après son exil en Sibérie. À l'Institut Smolny, siège du premier gouvernement bolchevique, il sera le plus proche collaborateur de Lénine. Né sous le patronyme de Djougashvili, il choisit le nom de guerre de Staline, l'homme d'acier, et devient l'un des dirigeants les plus influents du parti. La chambre de Staline fait face au bureau du secrétaire du parti, Kirov, qui sera assassiné dans ce couloir en 1934. Pour Staline, devenu chef du parti communiste soviétique, ce sera un prétexte tout trouvé pour instaurer son régime de terreur et de répression. Dans le port de Leningrad, les souvenirs de la Révolution s'exposent comme des pièces de musée. À en croire la légende, la Révolution d'octobre 1917 aurait été déclenchée par des tirs d'artillerie du croiseur Aurora. En 1941, quand les Allemands assiègent la ville, les vieux canons reprennent du service. Leningrad est la deuxième ville de Russie. Hitler décide de ne pas l'attaquer, mais de l'affamer. La ville deviendra le symbole de la guerre totale entre Hitler et Staline. Les assiégés ont faim. Staline leur fait envoyer 100 000 exemplaires de Guerre et paix. Le roman de Tolstoï sur la guerre contre Napoléon, en guise d'encouragement aux combattants. L'art, une arme par défaut. À Leningrad, tous ceux qui sont vivants sont soldats, hommes, femmes et enfants, unis dans la même armée. Le siège dure 900 jours. Les souffrances endurées par la population sont le symbole d'un pays qui, dans la douleur et l'adversité, mobilise des forces quasiment surhumaines. Plus d'1 million de personnes meurent de faim ou de froid. Mais Leningrad ne se rend pas. Tsaristine, rebaptisé Stalingrad en 1925. Aujourd'hui, Volgograd. Durant la guerre civile de 1918,
Staline avait tenu la ville sous contrôle bolchevique au prix d'une terreur implacable. Sois certain, avait-il écrit à Lénine, que ma main ne tremblera pas. Pour Hitler, Stalingrad sera le début de la fin. Pour Hitler, Stalingrad est le sanctuaire du communisme. C'est pourquoi il veut la détruire à tout prix. Et c'est la raison pour laquelle Staline veut la tenir coûte que coûte. Sur le front, les combats rapprochés sont meurtriers. Chaque rue, chaque immeuble fait l'objet d'âpres affrontements. Les soldats s'entretuent et meurent côte à côte. La 6e armée pourrait forcer les portes du ciel, avait dit Hitler. Mais bientôt la voilà prise au piège, grelottante, dans l'antichambre glaciale de sa propre perte. Rien ne doit ressurgir des ruines, mais elles doivent rappeler que Staline et Hitler sont devenus ce qu'ils étaient avec l'aide du peuple. C'est sur ce socle commun qu'ils ont écrit leur histoire. Aujourd'hui, les visiteurs s'assoient sur les marches du Zeppelinfeld, autrefois théâtre de cette ascension qu'aucun dictateur ne peut réussir tout seul. Dans ce discours à Nuremberg, Hitler paraît gonflé et éclaté. Des millions de mains se tendent, comme pour attraper quelques fragments de leur idole. Les mains trahissent ce que les souverains attendent de leur peuple. À la tribune de marbre du mausolée de Lénine, Staline ressemble à ce père lointain dont on espère le retour. Staline, qui évite les apparitions publiques, se met en scène avec une humilité calculée. Hitler, ascète et végétarien, se repaît avec une voracité théâtrale de la foule venue l'acclamer. Son duel politique est mis en scène avec une précision de géomètre. L'uniformisation éblouit le public jusqu'à l'aveuglement. Hitler réalise ainsi les rêves monumentaux de sa jeunesse, révélant un talent indiscutable. Disposant son peuple en rangs de plus en plus compacts, il prépare la conscience collective aux mobilisations de masse, au cours desquelles l'individu se fond de son plein gré dans la géographie mouvante des casques. Pendant que l'Allemagne marche au pas, Moscou sourit. Le camarade Dieu s'auto-congratule. Mais c'est un Dieu châtieur, et sa gaieté est trompeuse. Le sourire ne rend pas une dictature moins amère, ni moins démesurée. La bonne humeur de Staline est tout aussi calculée que la sensualité glaciale des parades hitlériennes. Le national-socialiste Adolf Hitler attise la mégalomanie de la race des seigneurs. L'internationaliste Joseph Staline invite l'homme à trouver son bonheur en tant que rouage du grand moteur de la révolution mondiale. Quand Staline invoque des aurores pleines de promesses, Hitler se complaît dans la nuit des tombeaux. Il se pose volontiers en maître de cérémonie des commémorations. Ainsi, chaque année, le 9 novembre, il s'en retourne à Munich pour saluer ceux qu'il appelle les martyrs du mouvement. Ses compagnons mitraillés devant la Feldherrnhalle lors du putsch brouillon et mal organisé de 1923. Exhumés en 1935, leurs dépouilles ont été transférées dans 2 temples d'honneur qui servent désormais de décor à ce triste numéro de pantomime destiné à regonfler le moral de la population. Un hommage idolâtre aux héros d'hier, une incitation à se précipiter dans les charniers de demain.
Quand nous tiendrons Moscou, dit Hitler dans la Wolfschanze, nous aurons gagné la guerre. J'ai engagé plusieurs armées et plus de 2000 chars dans cette bataille. Hitler ne pense pas à l'hiver. Il réfléchit au rythme de la guerre éclair et compte bien fêter Noël sur l'Obersalzberg comme d'habitude. Mais en quelques semaines, le vent a tourné. Moscou dispose à présent d'armes plus efficaces que le seul courage du désespoir. Ces images ressemblent à celles des soldats allemands peu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'est plus question ni d'aventure ni d'expédition. Le 20 décembre 1941, la veille de l'anniversaire de Staline, l'Union soviétique lance une contre-offensive aux portes de Moscou. À la place du lac artificiel qui, selon Hitler, devait noyer les ruines de Moscou, un océan de boue qui se transforme peu à peu en neige et en glace. Les moscovites appellent ce moment de l'année la Rasputitsa, la période sans route. Les généraux allemands demandent l'autorisation de se replier. Hitler refuse. Il attend de ses soldats qu'ils se comportent en Asie digne de ce nom. Ce ne sont pas des généraux incompétents qui lui gâcheront Noël sur l'Obersalzberg, à cause de quelques centimètres de neige. Wannsee, près de Berlin, à 1000 lieues de l'hiver russe meurtrier. Le 20 janvier 1942, la conférence de Wannsee met au point ce que les nazis appelleront la solution finale à la question juive. Comparé aux millions d'assassinats imputables à Hitler, la paranoïa de Staline face à la prétendue conspiration juive n'est rien. Mais son antisémitisme coûte lui aussi la vie à de nombreux juifs. Adolf Eichmann est le principal technicien de cette nouvelle industrie allemande. Auschwitz-Birkenau devient le symbole de l'inconcevable génocide des Juifs d'Europe. Dans sa fugue de mort, le poète Paul Celan sublime le destin des victimes assassinées en une image d'éternité à l'adresse des vivants. La mort, écrit-il, est un maître d'Allemagne. Il crie plus sombre les archets, et votre fumée montera vers le ciel. À la naissance, chaque vie est l'intouchable héritière de l'innocence. Mais seulement à la naissance. Hitler et Staline ont eux aussi été enfants. La statue de la mère Russie sur la colline de Mamaïev à Volgograd. Elle exprime l'idée que le poète Yevgeny Yevtuchenko a résumé dans ce vers « Notre cœur devint une épée ». Le 19 novembre 1942 à Stalingrad, l'armée soviétique lance une offensive qui sera déterminante. Après 2 mois et demi de combat, la 6e armée commandée par le général von Paulus est une armée morte. Près d'un demi-million de soldats soviétiques ont eux aussi trouvé la mort. Les Russes sont vainqueurs, mais seuls ceux qui se trouvent loin de cet enfer peuvent prononcer le mot victoire d'un cœur léger. La chaussure de corde. Pour Hitler, elle est le symbole du sous-développement russe. Mais ce sont peut-être ces chaussures qui permettront à l'un de ses soldats de survivre. Dans la Wolfschanze, Hitler dit « Que signifie vivre ? L'individu est condamné à mourir. Au-delà de notre destin personnel, ce qui reste, c'est le peuple. » Au sujet du général Paulus, il ajoute « Cet homme doit se tirer une balle dans la tête. »
Hitler voit du poison partout, même dans une savonnette. Il fait régulièrement analyser son dentifrice et sa mousse à raser. Il prend des stimulants tous les jours. Il se gratte les oreilles et la nuque jusqu'au sang. Ses médecins lui prescrivent du repos sur l'Obersalzberg. Hitler chute, Staline se relève. Ce sont maintenant les reliques de Hitler qu'on détruit et qu'on arrache des murs. Baromètre des tendances d'une guerre. La guerre, justement, Hitler refuse d'en parler. Cela ne l'empêche pas de signer les condamnations à mort d'officiers du front Est qui osent affirmer que la cause est perdue. Non loin de l'Obersalzberg, la grogne se fait également sentir. À Nuremberg, la ville des glorieux rassemblements du parti nazi, on déchire les journaux qui parlent de Stalingrad comme d'une victoire. Pour Staline aussi, la bataille de Stalingrad est un tournant. Au début de la guerre, dira l'écrivain Ilya Ehrenburg, la victoire exigeait qu'on y croie, en dépit de tous les signes qui prédisaient le contraire. Dorénavant, elle ne faisait plus aucun doute. Staline part pour sa datcha avec la certitude que rien ne l'arrêtera plus. De fait, jusqu'à Berlin, rien ne l'arrêtera plus. Comme toujours, les hommes manifestent un certain flair quand il s'agit de savoir à quel moment accrocher quel portrait. Staline, lui, sent les opportunités. Il se nomme lui-même maréchal de l'Union soviétique, son premier grade militaire. Il revêtira souvent son nouvel uniforme, même si, d'après lui, il ressemble à un maître d'hôtel. Commémoration des héros, le 21 mars 1943, à l'Arsenal de Berlin. Une rumeur circule selon laquelle on aurait envoyé un sosie et que le vrai Führer aurait été mis au repos forcé pour cause de crise de nerfs. La déprime change de camp. Dans la cour d'honneur du Schlüterhof, on a pris soin de voiler les masques des géants pour cacher leurs visages figés dans la douleur. Ces mêmes géants voués aux enfers pour avoir tenté de renverser les dieux de l'Olympe. La providence s'est volatilisée. Une plaine non loin de Volgograd, théâtre d'âpres combats. Sous terre, des milliers de morts et de disparus invoquent les deux mots les plus dérisoires de l'histoire de l'humanité. Plus jamais. Ici, c'est toujours le vent qui a le dernier mot. Durant les 6 premiers mois de l'année 1943, Hitler se terre dans la Wolfschanze. Dans l'isolement de son quartier général, il confond de plus en plus la réalité et l'idée qu'il s'en fait. Il persiste à croire qu'il est l'invincible général d'armée qui impose les théories de Darwin et la raison du plus fort en tant que loi inaliénable du peuple allemand sur les champs de bataille. Comme si la gloire était toujours son unique destin, comme si le monde continuait à le considérer avec respect et crainte, comme si l'uniforme était son seul passeport pour l'histoire. Quand les peuples étrangers pensent au peuple allemand, que ce soit avec crainte et respect, comme on pense à une machine que rien ne peut arrêter.
Peu à peu, Hitler est gagné par le pressentiment que son peuple est indigne du destin qu'il voulait lui donner. Dans l'obscurité de son bunker, Hitler s'enferre dans un déni de plus en plus absurde de la réalité. En juillet 1943, après la bataille de Kursk, il s'écrie « Tout cela finira par la victoire de l'Allemagne ». Il balaye les rapports faisant état de la résistance russe. Ce sont des cas isolés, j'ai d'autres informations. Voilà à quoi ressemble sa liaison radio avec la réalité. Mais son entêtement coûte la vie à des milliers de soldats. La bataille de Kursk, où les belligérants s'affrontent non pas d'homme à homme, mais par chars interposés, devient le point d'orgue sanglant de l'ère de la guerre mécanique. Le nom de code choisi pour l'attaque soviétique est « Acier », ce qui signifie Staline. Mais un soldat russe rapportera « Pour être honnête, nous ne pensions pas à Staline. Nos cœurs étaient habités par Dieu. » En novembre 1943, au Löwenbräu-Keller de Munich, Hitler s'adresse une dernière fois à sa vieille garde. « La défaite de 1918 ne se répétera pas, rugit-il. Il a pourtant été averti d'une invasion alliée imminente. » Une fois de plus, il récite ses couplets habituels. C'est son dernier hommage aux victimes du putsch de 1923. Des observateurs présents ce jour-là évoquent un homme en train de s'éteindre doucement. Ce que Hitler redoute va finalement se produire. À Téhéran, les Alliés se mettent en ordre de bataille. Churchill, Roosevelt et Staline se sont donné rendez-vous dans la capitale iranienne du 28 novembre au 1er décembre 1943. L'Allemagne n'est pas encore vaincue, mais déjà les Alliés préparent l'après-guerre. Staline propose de faire fusiller 50 000 officiers allemands. Quand Churchill sursaute, il ajoute « C'est une plaisanterie, bien entendu ». En revanche, il insiste pour ouvrir un deuxième front contre Hitler. Celui-ci, reclus dans sa résidence du Berghof, s'obstine à ignorer la situation. Mais parfois, dans un éclair de lucidité, il parle de Staline comme d'un type génial. Staline reçoit un cadeau des mains de Churchill, l'épée de Stalingrad. Il s'en saisit et l'embrasse, à la russe. Churchill est ému. De la part du roi George VI au vainqueur de Stalingrad. Au Berghof, Hitler essaie de sauver sa guerre d'une manière très personnelle. Pour les actualités hebdomadaires, il fait remonter des images d'assaut allemand datant de 1941. Il avance par mensonge, en rembobinant les fils de l'histoire. Une fois de plus, la vérité est gommée et chassée des mémoires, comme si la réalité ne devait pas exister. Elle existe pourtant. L'attaque allemande s'est transformée en retraite, la défense russe métamorphosée en marche en avant. Et les morts sont restés là où ils sont tombés. Ces morts ne parlent plus de destin ou d'utopie. Ils ne parlent que du prix d'une guerre totale quand elle met face à face deux adversaires qui veulent la victoire totale. Le constat est amer. Mais l'humain ne redevient l'humain que dans les pleurs et dans le silence mortifié. Tout à ses larmes et à son mutisme, il ne trouve plus la force de chanter des hymnes à la guerre.
Dans tous les systèmes, aussi affaiblis soient-ils, une maladie populaire demeure incurable, celle de voir mais d'être aveugle. Berlin fête le 55e anniversaire de Hitler. Le 20 juillet 1944, Mussolini est en visite à la Wolfschanze. Hitler vient d'échapper à l'attentat de Stauffenberg. Les tentatives d'assassinat contre le Führer sont une longue liste de maladresses. Tantôt le poseur de bombes se fait sauter lui-même, tantôt l'engin se perd dans la soute d'un avion, et quand une charge veut bien exploser, Hitler n'est que légèrement blessé. Par peur des attentats, Staline faisait raccourcir ses rideaux afin que personne ne puisse se cacher derrière. Il faisait démonter les marchepieds de ses voitures pour que personne ne saute dessus. Le 17 juin 1944, des milliers de moscovites sont dans la rue. Le spectacle auquel ils assistent corrige l'une des affirmations de cette guerre, selon laquelle aucun soldat allemand n'est jamais entré dans Moscou. Ce jour-là, 70 000 prisonniers de guerre allemands sont envoyés en Sibérie depuis la gare de Biélorussie. Auparavant, ils sont conduits à travers les rues de la capitale soviétique. Un cortège silencieux devant un public muet. Les derniers Allemands reviendront de captivité en 1955, 10 ans après la mort de Hitler et 2 ans après celle de Staline. Il faudra le retour de ces prisonniers pour donner à la disparition des deux dictateurs une dimension définitive. En juillet 1944, près de 3 ans après le début de l'attaque allemande, l'armée rouge arrive là où tout a commencé, à Brest. Taillées dans la pierre, les premières heures de la guerre. Hitler quitte l'Obersalzberg durant l'été 1944. Il se doute que c'est pour toujours. Est-ce la fin d'un dément? Après la guerre, on demandera à Staline si Hitler était vraiment fou. Il répondra « L'armée rouge a dû se battre pour arriver jusqu'à Berlin. À aucun moment, le prolétariat allemand n'a songé à se révolter contre le fascisme. Un fou serait-il capable de rassembler ainsi une nation derrière lui ?» En 1944, les festivités pour le 27e anniversaire de la Révolution d'octobre ont lieu alors que la guerre fait encore rage. Pour Staline, c'est le début d'une ère. Jamais plus cet homme ne sera dans la situation où le Politburo aura à le supplier de rester au pouvoir. Staline est adulé et craint. On peut être à la fois l'homme providentiel d'un peuple et un génocidaire. Pour Hitler, la Wolfschanze n'est plus un avant-poste mais un trou de souris. La hauteur du mur d'enceinte a été rehaussée de 2 à 7 mètres. Chaque jour, son médecin personnel lui administre 28 comprimés différents. Mais sa folie ne lui laisse aucun répit. Sa schizophrénie se cramponne à un peuple qui n'existe plus que dans ses rêves, même si ses rêves ont été autrefois réalité.
Les acclamations l'ont accompagné comme un motif wagnérien. Par le culte dont il faisait l'objet, cet homme inhibé, à l'existence perturbée, s'est senti conforté dans sa vocation de rédempteur. Hitler a hypnotisé les foules par l'illusion gratifiante qu'elles avaient besoin de ce rédempteur. Aujourd'hui encore, l'exaltation de cet abandon collectif surprend et fait peur. Dans un moment d'euphorie, Hitler a déclaré un jour « Seul Martin Luther a été acclamé à ce point par les Allemands. » En effet, de toute l'histoire allemande, aucun homme politique n'a été aussi populaire que Hitler. Parce qu'il s'est opposé au bolchevisme, au traité de Versailles et aux réparations de guerre. Parce qu'il a su tirer profit de la crise de régime et de la récession économique du début des années 30. Maintenant, il dit de son peuple qu'il est trop inconstant pour faire l'histoire. Effectivement, le peuple allemand n'a plus la force de changer quoi que ce soit. Il se débat dans la misère la plus noire. Sûr de sa victoire, Hitler avait installé son quartier général en Prusse orientale. En novembre 1944, il quitte définitivement la Wolfschanze en faisant sauter le site derrière lui. Les ruines sont sa marque distinctive. Les visiteurs qui parcourent aujourd'hui le lieu semblent désemparés. Malgré la masse de décombres qu'il laisse derrière lui, ce monde englouti est irréel. En février 1945, Staline retrouve Roosevelt et Churchill à Yalta, en Crimée. Il est fermement décidé à profiter de la défaite de Hitler pour créer en Europe de l'Est un ordre politique qui garantira à Moscou la sécurité que le système d'avant-guerre n'a pas réussi à lui offrir. Et il joue carte sur table. Cette guerre, dit-il, est différente des guerres passées. Chacun poussera son système politique aussi loin que parviendra son armée. En clair, à la domination de Hitler succédera la domination de Staline. Yalta va créer les conditions qui aboutiront à la guerre froide. Staline déclare « Les tâches les plus difficiles ne viendront que plus tard, lorsque les Alliés seront divisés par leurs intérêts respectifs. » C'est la voie du réalisme. Hitler, de son côté, est de moins en moins en prise avec la réalité. Le 20 mars 1945, il fait sa dernière apparition devant les caméras. Il remet la croix de fer à quelques membres des jeunesses hitlériennes. Cynique exploitation de ses enfants qui, en pleine débâcle, croient encore en la victoire finale. La dernière troupe appelée à sauver Berlin ressemble à la première troupe qui a défendu Moscou. Mais ces hommes sont surtout les victimes de l'ultime perversion de Hitler. Berlin, dit-il, restera allemande. Jamais l'Europe ne sera russe. Ces Berlinois qui érigent des barricades sont les frères des habitants de Moscou ou de Leningrad qui tentaient de sauver leur ville. Face à la guerre, les combattants sont tous égaux. L'Oder. L'ouragan qui s'élance ici contre les Allemands le 16 avril 1945 dépasse de loin la violence avec laquelle Hitler avait envahi l'URSS 4 ans auparavant.
Staline veut arriver à Berlin rapidement. Il pousse son armée à aller de l'avant. Il ne croit pas à la promesse des Alliés de lui laisser Berlin. De plus, il ne veut partager avec personne le triomphe dans la capitale de Hitler. Il n'a aucune confiance en ses généraux et prend lui-même le commandement de la campagne contre l'Allemagne. Quand ses troupes peinent à franchir l'Oder, il ne décolère pas. Il passe 3 jours sans téléphoner au général Yukov. Hitler a toujours traité ses généraux comme des sous-fifres. Dans le bunker de la chancellerie du Reich, quand il apprend la percée soviétique sur l'Oder, il entre dans une colère noire. Non seulement contre ses militaires, mais aussi contre la lâcheté et l'infamie du peuple allemand qui a laissé les Russes entrer dans le pays. Maintenant, il voit dans les peuples slaves la nouvelle race des seigneurs. L'Allemagne devra attendre. Lui-même, au regard de ce peuple de ratés, incapable de résister au bolchevisme, est arrivé au pouvoir bien trop tôt. Il joue ainsi sa propre tragédie pendant une quinzaine de jours encore. C'est le temps qu'il faut à Staline pour venir à bout du gredin à la mèche noire, comme il appelle Hitler. Pour l'armée rouge, la bataille de Zelo sur l'Oder est le dernier obstacle avant Berlin. Cette ultime étape réclamera un tribut particulièrement sanglant, comme pour mieux souligner l'absurdité de la résistance forcenée que Hitler impose à son peuple. Staline avait promis à ses soldats que celui qui brandirait le drapeau de la victoire sur le Reichstag serait fait héros national de l'Union soviétique. Le 30 avril, c'est chose faite. Le même jour, Hitler se suicide. Après 12 ans de régime hitlérien, Berlin, capitale d'un empire qui devait durer 1000 ans, ressemble à un lieu où la civilisation mettra 1000 ans à renaître. Pendant un certain temps, l'Allemagne avancera ainsi, droit devant elle, en s'arrêtant parfois pour regarder en arrière. Un jour peut-être, plus personne ne se retournera. Et ce jour-là, si le vent balaie à nouveau les ruines de notre maison, nous nous demanderons sans doute une fois encore comment nous en sommes arrivés là. Les trophées de Staline, dans le Tiergarten à Berlin, à l'endroit où devaient être exposés les trophées de Hitler. Berlin devait alors s'appeler Germania. Le 1er mai, Staline est réveillé dans sa datcha à 5 heures du matin, comme il y a 4 ans, au début de la guerre. Et comme il y a 4 ans, c'est Yukov au téléphone. Staline, il l'a fait, le salopard. Quel dommage que nous ne l'ayons pas attrapé vivant.
Une fin entre ruines et immondices éparpillées. Mais mieux vaut cela, avait dit Hitler, que d'être exposé dans une cage sur la place rouge avant d'être lynché par une foule déchaînée. À Berlin, on déblaye et on nettoie les débris de la bataille pour le grand jour de Staline. La place rouge à Moscou, avec ses pavés pétris d'histoire. Le défilé de la victoire a lieu le 24 juin 1945. L'homme qui monte à la tribune du mausolée Lénine a transformé l'URSS. Il l'a sorti de l'âge de la charrue pour en faire une puissance mondiale qui bientôt maîtrisera le nucléaire et sera la première à envoyer un homme dans l'espace. Les célébrations durent un mois sans interruption. Staline redore son blason, car au-delà des millions de morts de la guerre, les millions de vivants sont désormais convaincus que cette victoire, la plus grande de l'histoire russe, n'a été possible que sous la conduite du plus grand dirigeant de l'histoire russe, et que seul cet homme-là est capable de garantir au pays un avenir radieux. Autrefois, le général d'armée Koutouzov avait fait déposer au pied du tsar Alexandre Ier les emblèmes de Napoléon. Aujourd'hui, on jette au pied de Staline l'attirail symbolique de Hitler. C'est son heure de gloire. À Potsdam, les vainqueurs se partagent le monde. Du 17 juillet au 2 août 1945, Staline, Churchill et Truman, le nouveau président américain, se retrouvent au palais de Cäcilienhof. Staline a imposé un lieu proche de Berlin, symboliquement. Les acteurs des conférences de Téhéran et de Yalta étaient alliés. Après la mort de Hitler, derrière les sourires de façade, les anciennes rivalités refont surface. Staline retrouve son cheval de bataille habituel, l'impérialisme. Dans une atmosphère glaciale, Potsdam aboutit à un statu quo. Staline prend l'Europe de l'Est, l'Amérique à la bombe atomique. En amont de la conférence, Churchill avait écrit à Truman « Un rideau de fer est tombé sur le front russe, et nous ignorons ce qui se passe derrière. » Après la conférence, Staline dira à Molotov « Je crois que cette fois, c'en est fini de la bonne entente. »
Le 21 décembre 1949, le 70e anniversaire de Staline est l'occasion d'une célébration du communisme mondial, un office religieux. Staline, dirigeant unique et messie autoproclamé, a construit son système de pouvoir sur le culte de sa seule personne et sur un appareil répressif brutal. À telle enseigne que Hitler, son ennemi juré, est également son alter ego. À un journaliste occidental qui lui demande s'il préfère que son peuple lui soit fidèle par conviction ou par crainte, Staline répond « par crainte ». Les convictions changent, la crainte reste. Le monde communiste retient son souffle. Le 5 mars 1953, à 9h50, Joseph Staline rend son dernier soupir. Quelque temps plus tôt, il avait avoué à Khrouchtchev « Je n'ai plus confiance en personne, même pas en moi-même ». Ce n'est pas sans rappeler Hitler, rongé par la suspicion, errant dans les ruines de la chancellerie du Reich. Comme Hitler avant lui, Staline était devenu inaccessible. Élevé au rang de divinité, il disposait d'un tel pouvoir qu'au fil du temps il avait perdu toute considération pour les besoins et les désirs de ceux qui le vénéraient et lui faisaient confiance. Il n'en éprouvait d'ailleurs aucun remords, porté par la conviction de n'être que l'exécutant du verdict de l'histoire. La dépouille de Staline est exposée au Kremlin. Des milliers de personnes se pressent pour le voir une dernière fois. Un deuil sincère, alors que paradoxalement, les goulags sont plus peuplés que jamais. Le culte de la personnalité occultera longtemps le fait que Staline fait partie des grands monstres de l'histoire. Pour les Russes, il était l'homme qui les avait menés à la victoire contre Hitler. Une victoire de portée historique, à laquelle ils subordonnaient tout le reste, notamment les dangers et les peines de leur vie quotidienne. La même année, ces drapeaux sont brûlés à Berlin-Est. 3 ans plus tard, à Budapest, et en 1968, à Prague. Staline est mort, mais ses chars sont toujours là. Ils écrasent la moindre rébellion contre l'ordre qu'ils ont instauré. Au peuple d'Europe de l'Est, Staline a apporté la libération, mais il leur a refusé la liberté. Trois ans après la mort de Staline, Khrouchtchev révèle ses crimes à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste. Mais le stalinisme perdure. Des milliers de portraits et de statues sont escamotés en silence, et ce qui n'a pas été entièrement détruit ressemble aujourd'hui à ceci. La dépouille de Staline est retirée du mausolée et enterrée ailleurs. Son buste est dissimulé. L'opération lancée en 1970 depuis une base militaire soviétique à Magdebourg devait rester secrète. Commanditée par le chef du KGB à Moscou, elle a reçu l'aval du secrétaire général du parti. Aux premières lueurs de l'aube, 2 officiers creusent la terre en plusieurs endroits avant de trouver ce qu'ils cherchent.
Un troisième soldat monte la garde, l'arme à la main. Ils extraient du sol 4 caisses de munitions qu'un camion emporte à l'extérieur de la ville. Les caisses contiennent des restes célèbres. Peut-être ceux de Hitler que des soldats de l'armée rouge ont emportés en quittant Berlin après la guerre. Quelque part sur les bords de l'Elbe, les 4 caisses sont brûlées. Puis le camion repart. Comme s'il n'y avait aucun lieu assez secret pour se débarrasser d'un tel chargement. Près du village de Biederitz, ils jettent les cendres dans la Ehle, depuis ce pont, appelé pont aux cochons. Un petit ruisseau disperse les restes de ce qui, une dernière fois, aura mis Moscou en émoi.